Nouveau président et nouveau gouvernement en Libye. Une phase de transition s'opère dans ce pays gangréné par 10 années de guerre. La Libye est-elle sur la bonne voie? C'est la question qu'on va se poser avec vous. Jalal Herchaoui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur, spécialiste de la Libye au sein de l'initiative globale contre le crime transnational organisé, basée à Genève. Merci d'être avec nous. Et avec nous depuis Tunis, notre correspondante, Maureen Mercier. Vous êtes l'une des rares journalistes qui peuvent encore se rendre en Libye. Et vous êtes rentrée il y a 3 semaines à peu près. Le gouvernement d'union nationale, désigné sous l'égide de l'ONU, a obtenu le 10 mars dernier la confiance du Parlement. Les avancées politiques ont évolué extrêmement vite ces dernières semaines, au point de surprendre de nombreux acteurs étrangers. Maureen, est-ce que ça offre un souffle d'espoir à la population libyenne ? Je dirais espoir, oui, parce qu'ils ont envie d'y croire, mais ils sont extrêmement prudents. Pourquoi ? Parce que oui, évidemment, il y a cette avancée diplomatique. On a affaire maintenant à un seul et unique gouvernement. C'est une avancée indéniablement, sauf que ça, c'est la partie politique et aussi la partie diplomatique qui avance. Mais il y a un fossé, je dirais, entre cette réalité politique, cette réalité diplomatique, puis la réalité du terrain. Le pays est encore divisé, ça c'est un fait. Lorsque j'y étais encore aujourd'hui, la route qui relie est et ouest du pays est absolument coupée. Donc les Libyens ont envie d'espérer, mais ils voient bien que les avancées politiques sont des avancées politiques, mais ce ne sont pas des avancées militaires. Et ce qu'il faudrait, ce sont des avancées militaires. Et là, on rencontre le problème des mercenaires. Jalal, et on va en parler dans un instant avec vous, évidemment. Avant ça, Jalal Herchaoui, est-ce que ce semblant de normalisation est parti pour durer ou est-ce que vous partagez les doutes de Maureen ? Non, la liste de Maureen est parfaite. Elle a bien couvert les 3 grands angles. C'est vrai que le côté sécuritaire et militaire sur le terrain n'a pas véritablement évolué. Il faut imaginer un peu le gouvernement de Abdelhamid Dbiba comme une espèce de fine pellicule qui donne comme ça de l'espoir, et c'est de l'espoir justifié. Mais il n'y a pas une modification réelle de la division du pays. Il y a même des risques de partition qui demeurent. Il y a les troupes étrangères qui restent et aussi les milices de Tripoli qui n'obéissent pas forcément à ce nouveau gouvernement qu'elles disent tolérer, qu'elles disent approuver. Il y a le problème de maréchal Khalifa Haftar à l'Est. Lui-même a ses propres problèmes à l'Est, mais même son système, même s'il fonctionnait, il est plutôt laissé tel quel par le gouvernement à Tripoli qui n'ose pas trop le toucher. Et puis la partie politique et diplomatique, on va y venir. Il y a en ce moment une intense activité diplomatique, réouverture de l'ambassade grecque mardi, la France a rouvert lundi. La France, mise en difficulté ces dernières années en Libye en raison de sa proximité avec l'un des acteurs du conflit, le maréchal Khalifa Haftar. Maureen, est-ce que vous diriez que Paris cherche à redorer son blason sur place ? Oui, sans doute, sauf que ce sera extrêmement compliqué. Moi, j'ai vraiment vu la situation basculer au moment de l'offensive de Haftar sur Tripoli. Il y a un lien qui s'est véritablement coupé. Alors, autant la France était félicitée lors de la Révolution en 2011, autant avec les années, les Libyens ont appris à se méfier. Et puis, il y a eu cette espèce de couperet. L'offensive de Haftar sur la ville, sur la capitale de Tripoli, c'était vraiment la goutte de trop parce que tous les Libyens vous le diront. Les liens entre Haftar et la France sont là. Ça a été vu comme une trahison et ça va être très, très, très compliqué à faire oublier. Donc, quand on voit l'ambassade française rouvrir à Tripoli, ça n'élève aucune joie, beaucoup de scepticisme et beaucoup de méfiance de la part des Libyens. Alors, il y a 10 jours, le président français recevait le président du Conseil présidentiel, Mohamed El Menfi. Emmanuel Macron promettait de se tenir aux côtés des nouvelles autorités. Ça n'est pas simplement un soutien de mots ou de façade, c'est un soutien complet qui sera celui de la France. D'abord parce que nous avons une dette à l'égard de la Libye et des Libyens, très claire, qui est une décennie de désordre. Référence à l'intervention militaire occidentale dont Paris était l'un des principaux acteurs. Jalal Herchaoui, comment restaurer la crédibilité de la France en Libye ? Elle peut, déjà la réponse c'est que c'est possible. Maureen a tout à fait raison de dire que c'est difficile, mais c'est possible. Il faut, par des travaux d'ordre diplomatique, aider les Libyens avec leurs problèmes. Par exemple, aujourd'hui, les premiers vaccins qui ont été livrés par les Émirats arabes unis. Ce sont des vaccins qui sortent complètement du système COVAX, ce sont des vaccins russes. Ça aurait pu être la France.
Le déminage est plutôt fait par les Turcs, il est fait plutôt par l'Italie, mais pas la France. Donc il y a un certain nombre comme ça de fronts où la France peut encore faire une différence. Mais est-ce que la France est hors jeu, justement, parce qu'on a vu l'influence de la Turquie qui s'est vraiment accrue ces dernières années, la Russie aussi. Est-ce que la France est hors jeu ? Pas physiquement, c'est-à-dire que la présence militaire turque est construite de sorte à laisser une marge de manœuvre. Pour l'instant, les quelques actions que j'ai proposées comme exemple ne sont pas menées par la France parce que la France n'a pas encore eu le temps, n'a pas l'énergie ou le dynamisme pour le faire. C'est pas parce que les Turcs l'en empêchent. Si elle voulait faire ces choses, elle pourrait les faire. Donc il ne faut pas imaginer non plus un système de colonialisme turc. Les Turcs essayent d'être prudents parce qu'ils ont aussi peur de ces milices, de ce système libyen assez fluide, assez imprévisible. Donc il y a une espèce d'espace, il y a des opportunités pour avancer les intérêts de la France. C'est pas complètement perdu. Quels sont les intérêts de la France en Libye ? Le grand rêve de la France, c'est d'avoir un gouvernement à Tripoli qui soit plutôt amical vis-à-vis de la France. C'est-à-dire qui voit la France comme un contact auprès de qui aller en premier avant les autres. Elle a toujours rêvé de cela depuis 40 ou 60 ans. Et elle l'a jamais eu parce qu'elle a plutôt été maladroite à travers les décennies et 2019 est un exemple criant. Donc voilà, si elle commençait peut-être d'une manière un peu plus modeste, repartir à zéro, elle pourrait faire une différence si elle le souhaitait. Maureen, pour les Libyens, cette communauté internationale, est-ce qu'elle aide leur pays ou est-ce que c'est de l'ingérence ? Ils se posent franchement la question, les Libyens, d'autant plus que toutes les initiatives des Nations Unies ces dernières années ont soit servi à rien, et puis parfois ces processus ont carrément relancé le conflit. Donc il y a véritablement un scepticisme. Et puis les Libyens sont devenus extrêmement pragmatiques. Ils disent une chose, regardez, on est un pays qui croule sous les armes. Il y a énormément d'armes dans le pays, un embargo. Or, l'embargo est constamment violé. Alors ce qu'ils disent, c'est que ça profite à quelqu'un, la guerre. On continue de nous vendre des armes alors qu'on croule sous les armes. Soyez cohérents. Et là, il s'exprime devant toute la communauté internationale et nous demande à nous tous de faire en sorte que plus d'armes affluent dans le pays et puis, si possible, de se débarrasser des armes en circulation. Je vous donne juste un exemple parce que ça permet de comprendre ce que c'est que la Libye. C'est des situations que je rencontre constamment lorsque j'entame une discussion avec un citoyen libyen pacifique. Il va toujours me dire la chose suivante, j'ai peur des milices, j'ai peur des armes, je veux la paix pour mon pays. Et à un moment donné, moi, systématiquement, je posais la question suivante, et vous, combien d'armes avez-vous? Et cette personne-là va me dire, j'ai 8 armes, 9 armes, 10 armes, donc X Kalachnikov. C'est ça la situation libyenne. Même les gens qui sont pacifiques ont tendance à avoir des armes à la maison. Ça, c'est un véritable problème. Et du coup, la communauté internationale, ce que souhaiteraient les Libyens, c'est dire, aidez-nous à nous débarrasser de ces armes. Les Libyens, on va les écouter maintenant. On va regarder le reportage, Maureen, que vous avez tourné à Tripoli, alors que le cessez-le-feu tient depuis quelques mois. Quelles sont les attentes des Libyens? Regardez. Des bâtiments éventrés. Nous sommes à Ain Zara, à 5 km du centre-ville de Tripoli. Dans les décombres, des explosifs souvent encore actifs. Malgré les risques, Younes a décidé de revenir sur sa terre. Lorsque la capitale a été attaquée, toute la famille a dû abandonner la ferme. Nous avons dû fuir sans pouvoir emporter quoi que ce soit. On a dû tout abandonner, même notre bétail. On est resté sans maison pendant 2 ans. Younes montre les impacts des combats sur sa maison qu'il colmate petit à petit. Dans ces hangars, en lieu et place du bétail, des munitions abandonnées par les combattants. Ils ont tout détruit. 50 ans de travail partis en fumée. Son petit-fils, Oudey, 12 ans, est soulagé de retrouver enfin sa maison, mais il retient le nom de ses dirigeants qui l'ont privé d'école des mois durant. Mon école a été totalement détruite par les missiles et les bombes. Je suis triste. Tout cela, c'est à cause des milices de Sarraj et Haftar. À 5 km d'ici, au centre-ville, sur la place des Martyrs, on tente de continuer à vivre, malgré les milices qui se disputent toujours le contrôle du pays. Trop dangereux de les filmer. Pour ce cafetier, il est même trop dangereux d'évoquer le sujet. Franchement, c'est trop délicat d'en parler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'espère que cela ira mieux à l'avenir. Tout comme son café, l'économie libyenne est à l'arrêt. Il a perdu 70% de sa clientèle. La faute, bien sûr, au Covid, mais surtout
au conflit. J'espère vraiment qu'avec le nouveau gouvernement et les prochaines élections, les choses s'arrangeront. Des élections souhaitées par l'ONU comme première étape vers la paix. En Libye, on en rêve, mais sans y croire. Les Libyens le disent, depuis 10 ans, la communauté internationale ne réussit qu'à attiser le conflit. À Tripoli, on sait combien le cessez-le-feu actuel ne tient qu'à un fil. Alors tant qu'il est respecté, on respire. Maureen, on vient de le voir, les milices sont omniprésentes en Libye. Comment installer un pouvoir stable dans ces conditions? Est-ce qu'on est obligé de composer avec elles? Certainement, c'est toute la question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même côté Est, ce qu'on aurait envie d'imaginer être une armée n'est pas une armée. C'est une addition de milices. Il y a des centaines de milices dans le pays. Parfois, ce sont des milices assez restreintes qui regroupent quelques hommes. Parfois, ce sont des milices qui regroupent des milliers d'hommes. Et puis, je vais vous dire une chose, même les citoyens libyens s'y perdent. Les gens avec lesquels je me trouve systématiquement en Libye sont tout simplement incapables de me dire qui est qui. Donc même les citoyens libyens s'y perdent malgré ces 10 dernières années avec cette emprise des milices. Il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a milices et milices en quelque sorte. Il y a des milices qui assurent la sécurité tant que le pays ne compte pas de véritable armée ou de police. Et puis il y a ces milices qui vivent des trafics d'essence, d'armes, de drogue, de migrants, d'êtres humains. Donc de loin, on a souvent envie de penser que la Libye, c'est un conflit idéologique. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est devenu un conflit véritablement mafieux et que ces milices se battent très souvent pour contrôler une partie du territoire qui va pouvoir lui permettre à cette milice de tout simplement pouvoir continuer à faire ces trafics extrêmement lucratifs. Ces milices-là, elles n'ont aucun intérêt à voir une Libye stable parce qu'une Libye instable, c'est tout simplement le règne de leur trafic, le règne de ces mafias. Alors, on va regarder une carte. C'est toujours bien de repositionner un peu cet ouest avec la Tripolitaine, cet est avec la Cyrénaïque. Officiellement, il n'y a plus qu'un seul exécutif. L'homme fort de l'est de la Libye qu'on évoquait tout à l'heure, Khalifa Haftar, a assisté récemment à un exercice militaire de ses forces, une semaine après que son administration a officiellement remis le pouvoir à ce gouvernement unifié. Est-ce que dans ces conditions, Jalal Herchaoui, une réunification du pays est possible ? Une vraie réunification, si je veux dire. Non, une vraie, non. Elle n'a pas commencé. Il y a quelques petites velléités. Par exemple, il y a un seul ministère de l'Intérieur, avec un ministre de l'Intérieur qui est capable de voyager à l'Est, d'aller au Sud, puisqu'il vient du centre du pays, qui a fait plusieurs années de carrière à Tripoli. Donc ça offre un peu d'espoir. Il n'y a pas de ministre de la Défense, par exemple, à cause précisément de l'existence de Haftar à l'Est, qui lui se considère comme une armée nationale, même si ce qu'a dit Maureen est tout à fait juste. C'est plutôt un ramassis de milices plus ou moins propres. Certaines sont propres, certaines autres un peu plus gangsters. Et puis, il y a aussi la présence continue des Turcs, la présence continue des Russes, des Soudanais, des Syriens, et ainsi de suite. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de ministre de la Défense est assez frappant et doit être souligné. Et ça pose la question de ce que peut devenir la Libye dans les semaines, dans les mois à venir. Pour conclure, des élections présidentielles et législatives ont été fixées au 24 décembre, dans quelques mois. Que va-t-il se passer d'ici là, selon vous ? Personnellement, je ne pense pas que les élections auront lieu en 2021. Moi, je me considérerais comme plutôt content si elles ont lieu quelque part en 2022. Mais des élections quand même, vous y croyez ? In fine, oui, mais je ne pense pas que ça va se faire selon le calendrier accéléré de l'ONU, simplement pour des raisons de logistique et aussi par manque de désir politique. Les parlementaires, le nouveau gouvernement ne crèvent pas d'envie de précipiter ces élections. Et puis d'un point de vue sécuritaire, c'est pas sûr que ce soit possible. Jalal Herchaoui, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans 64 minutes. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous, Maureen, depuis Tunis. À très bientôt. Merci beaucoup.